Mais qu'est-ce que tu fais? On a du boulot, hein. J'ai fait un rêve génial. Ah ouais, quoi? Je rêvais d'un monde où tout le monde vivait heureux. Ah, un peu comme une utopie, quoi. Mais quoi? Eh bien voilà un bon sujet d'émission. Eh ben attends, je sais ce qu'on va faire. On va prendre la montre temporelle pour remonter dans le temps et aller voir plusieurs utopies. Mais qu'est-ce qu'on attend? C'est parti! Bonjour, est-ce bien vous Platon, philosophe de la Grèce antique, qui avait imaginé dans votre livre La République une société idéale où la justice règne? Mais c'est votre chance, Platon, enchanté. Et est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Par exemple, comment imaginez-vous l'organisation sociale au sein de votre cité parfaite? Eh bien, c'est très simple. Chaque société est composée de 5040 individus à la base, qui seraient divisés en 3 classes. Nous aurions les artisans, qui font fonctionner l'économie grâce à leurs mains. Nous aurions les guerriers, fonction militaire évidemment, et nous aurions les philosophes magistrats, qui eux dirigeraient la cité. Au-dessus de toute cette organisation, il y aurait le philosophe roi, qui lui détiendrait le savoir absolu et donc serait le plus apte à diriger la cité. Et comment fait-on pour appartenir à une de ces 3 classes? Eh bien, tous les enfants sont éduqués jusqu'à l'âge de 10 ans de la même manière. À cet âge, donc 10 ans, ils passent un test physique et intellectuel pour déterminer dans quelle classe ils iront. Sauf évidemment les fils des artisans, car on est artisan de père en fils. On développera en chacun les vertus de sa classe, c'est-à-dire le courage pour les guerriers, la sagesse pour les philosophes magistrats et la tempérance pour les artisans. À l'âge de 30 ans, les guerriers deviendront guerriers et les philosophes, eux, étudieront jusqu'à l'âge de 50 ans. À cet âge, ils passeront un nouveau test qui déterminera qui sera dirigeant et qui restera tout bêtement philosophe. C'est donc l'organisation politique de votre cité. Oui, c'est bien cela. Et en ce qui concerne l'économie? Oui, eh bien, tous les biens sont mis en commun, comme ça il n'y a ni riche ni pauvre, et par ce système, on obtient la meilleure des justices pour la meilleure des cités. Platon était un précurseur, mais qui a inventé le terme d'utopie? Il me semble que c'est un certain Thomas More qui a mis en scène dans son livre son utopie. Si on a le voir. Ouais. Qu'est-ce que vous me voulez, vous? Bonjour, vous êtes Thomas More, c'est ça? Oui, c'est lui-même. En fait, on est des étudiants, on aurait voulu vous poser des questions sur votre livre Utopia. Oh oui, pourquoi pas, je vous en prie, faites. Donc, est-il vrai que votre livre décrit votre utopie? Tout d'abord, il faut savoir que le terme utopie n'existait pas à mon époque. J'ai imaginé dans mon livre Utopia une île qui serait à l'opposé de l'Angleterre du XVe siècle. Et comment se passe l'organisation sociale au sein de votre île? Elle est composée d'une 50aine de villes, chacune étant gérée par 3 députés, qui forment ensemble le Sénat. Chaque famille a sa maison, semblable à celle du voisin. Les utopistes travaillent 6 heures par jour pour satisfaire les besoins de leur maisonnée. Toutes les croyances religieuses y sont respectées. Vous savez, je suis quelqu'un de très pacifiste et de très respectueux. Mais j'ai ce qu'on pourrait appeler une morale rigoureuse. J'interdis certaines choses comme les jeux de hasard, la chasse, la polygamie ou encore l'adultère. Et pouvez-vous nous parler de l'organisation économique de votre utopie? Pour commencer, je me suis inspiré de la République de Platon. L'économie utopienne repose sur la propriété collective des moyens de production et l'absence d'échanges marchands. Pas d'argent ni d'or. On commerce uniquement le surplus économique avec l'étranger. Non pas pour s'enrichir, vu que l'or n'a aucune valeur, mais pour se constituer une réserve d'or pour engager des mercenaires en cas de guerre. Pas de jalousie sur mon île. Pas de convoitise, donc pas de querelle. Les habitants y vivent selon la nature et les ressources. Il n'y a donc pas de manque. Et ce retour à la nature ne te fait pas penser au mouvement hippie? C'est considéré comme une utopie, ça, le mouvement hippie?
Oui, à la différence que personne n'a défini cette utopie par écrit, on peut la qualifier d'utopie collective car c'était toute une génération qui voulait un autre mode de vie que celui qui leur était proposé, un peu comme Thomas More et son île satirique de l'Angleterre du XVe siècle. Parce qu'on allait le voir, ce fameux hippie. C'est parti, let's go! Alors où est-ce qu'ils sont ces hippies? Je crois que j'entends de la musique là-bas. Bonjour jeunes gens. Est-ce que vous faites partie de ce qu'on appelle le mouvement hippie? Salut, ouais, c'est comme ça qu'on nous appelle. Et est-ce qu'on pourrait vous poser quelques petites questions par hasard? Bien sûr, on va vous répondre. Donc, quelles sont les caractéristiques sociales de votre mouvement? Bah nous, en fait, tu vois, notre société de rêve, elle s'oppose complètement à la société de nos parents, tu vois, à leur mode de vie. Leur société de consommation, nous, on la rejette complètement, quoi. Nous, ce qu'on veut, c'est un retour à la nature, tu vois, aux choses simples, aux choses vraies. En fait, on prône une liberté totale dans tous les domaines, comme la sexualité, l'art, la religion, les droits humains. On vit en communauté en fait, il n'y a pas de hiérarchie. On est tous égaux, hommes comme femmes, noirs comme blancs, homo comme hétéro. On est pacifiste quoi, on est anti-guerre. Fais l'amour pas la guerre, c'est notre slogan quoi. C'est ça. Et au niveau politique et économique, comment ça se passe? Bah on n'a pas besoin d'argent. On fait du troc entre nous, tu vois. On cultive pour se nourrir. Et tu sais, la terre regorge de richesses. Et la politique, on n'en a pas besoin. On n'a pas de structure. On se définit en fonction de notre mode de vie. Je comprends mieux maintenant leur fameux peace and love. Mais tu sais Simon, des gens ont pensé à des utopies qui n'étaient pas aussi peace and love. Hein. Ah ouais, qui? Hitler. On va voir ça? Ouais. Mais où est-ce qu'on est tombé? Je sais pas, t'as de la lumière? Ouais, attends. Ah! Attack! Come on. Here. Here. Qui êtes-vous et que me voulez-vous? Bonjour Monsieur Hitler, donc nous sommes en fait des étudiants de la Haute École de la province de Liège. Nous venons du futur et nous aurions voulu vous poser quelques questions concernant votre utopie qui est le Troisième Reich. Ah ya! Que voulez-vous savoir? Bah en fait, on aurait aimé en fait savoir comment se passe l'organisation sociale au sein de votre monde idéal, monsieur. Ah ya! Dans le nouvel ordre mondial, la nation est gouvernée par le Führer, qui est à la tête du parti nazi. Je veux progressivement éliminer la race inférieure, à savoir les juifs, les handicapés, und so weiter. Je veux aussi sauvegarder la race supérieure. Et au niveau de l'éducation? Ah ja, das ist sehr important. On éduque nos concitoyens dès la naissance à l'idéologie du parti nazi, grâce à différents organismes. Et en ce qui concerne l'organisation économique et politique. Là, là. Je veux un système totalitaire. Tout pour l'État, rien en dehors de l'État. Et rejette tout autre parti économique et politique. Tout le monde travaille pour le parti unique. Et donc pour le bien de la nation. Ce parti est d'ailleurs omniprésent und omnipotent. Car il surveille tout, contrôle tout, y compris l'économie. Ça paraît très drôle en fait votre monde idéal.
Passe. Quelle aventure! Tu l'as dit. T'as bien compris ce que c'est qu'une utopie? Oui, donc en fait, c'est la vision du monde parfait selon une ou plusieurs personnes. Oui, c'est ça, et même si elle peut sembler positive pour une personne, elle ne l'est pas forcément pour la collectivité. Il faut donc que ça reste un rêve en fait. Oui, même s'il existe encore des traces de certaines d'entre elles. Comme des petits villages hippies ou des collectivités nazies. Ouais, c'est ça. D'accord.